Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode d'Un jour à Annecy avec Noémie Luciani de la 7e Obsession et Mélanie de la Manie du Cinéma. Salut toutes les deux. Aujourd'hui on va parler d'un seul film, mais du film Événement qui a été présenté hier soir en avant-première au Centre Bonlieu, qui n'est autre que le nouveau film des studios Disney et Pixar, Luca. Alors Noémie, qu'est-ce que ça raconte Luca ? Eh bien, on a vu en Zoom le cinéaste qui nous a un peu parlé de ses influences et il a notamment cité le cinéma de Fellini et il a parlé des Vitelloni. Et les Vitelloni, ça raconte l'histoire dans un village où il ne se passe pas grand-chose, de gens qui prennent à trouver leur marque. Ça avait été traduit en français par Les Inutiles et c'est un peu cette histoire-là que ça raconte. Alors sauf qu'en même temps, il y a une partie du récit qui se passe sous l'eau et là, ça fait vraiment beaucoup penser à La Petite Sirène. Donc Luca, c'est une créature aquatique qui est palmée, qui est couverte d'écailles, qui est un petit berger qui s'ennuie un peu sous l'eau. Et un jour, il va récupérer, suite à une rencontre avec un bateau, des objets. Et ces objets deviennent des fétiches. Et là, vraiment, on reconnaît exactement l'histoire de la petite sirène qui a sa caverne. On entendait presque j'irai là-bas. Ce rêve de la surface, ce fantasme de l'autre monde. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, il y a des objets en commun à chercher. On a parlé à la présentation de ces easter eggs, ces clins d'œil à trouver. Il y a des objets en commun qu'on retrouve également dans la caverne de la petite sirène. Et donc, son rêve, c'est effectivement de partir là-bas, de monter. Et il peut le faire parce que ces créatures-là se transforment en humains dès qu'ils touchent le sol. Dès qu'ils sont au sec en fait, dès qu'ils sont plus du tout en contact avec l'eau. Tout à fait, ce qui va donc créer des comiques de situations récurrentes puisque dès qu'ils sont mouillés, ils se retransforment, les écailles, tout ça. Donc c'est vrai qu'au début, moi j'avais l'impression qu'on allait rester très collé à cette histoire petite sirène marine et finalement c'est vraiment plus un film sur la vie dans ce village au bord de l'eau, des références italiennes multiples qui renvoient aux origines du réalisateur, à ses souvenirs de vacances. C'est ça dans les Cinque Terre qui sont donc en Liguria, enfin en Ligurie, pas très loin de Gênes, qui est un endroit qui a été beaucoup tourné dans le cinéma italien justement, parce que c'est juste magnifique. Absolument, et donc il y a vraiment dans ce film-là une volonté de nous faire voyager en Italie, y compris en assumant le côté carte postale où on mange des pâtes tout le temps, il y a tout un délire sur la Vespa comme moyen de transport idéal, et il y a aussi quelque chose sur la pêche, ce rapport-là à l'eau. Et la pêche, ce qui est intéressant, c'est que c'est en lien direct avec le premier court-métrage qui nous avait fait connaître ce cinéaste pour les studios Disney Pixar, c'était La Luna. La Luna, il était sorti en 2011, c'était l'avant-programme de Rebelle et c'était déjà une histoire de pêche en quelque sorte, sauf que c'était une histoire de pêche aux étoiles et également une histoire de transmission avec une figure paternelle et un petit garçon qui suit les règles mais qui essaye d'inventer son propre chemin en même temps. Et on sent que c'est un cinéaste qui a un grand plaisir à aller vraiment représenter, il utilise la 3D pour représenter ce qu'on ne peut pas représenter en prise de vue réelle, donc par exemple aller habiter dans la Lune, ou bien il y a des séquences un peu oniriques dans Luca où il se projette dans des mondes de rêve, on le voit par exemple courir sur les anneaux de Saturne, et c'est vraiment un cinéaste dont on sent qu'il y a un très grand plaisir à créer des mondes imaginaires avec la 3D. C'est ça, et en fait donc Enrico Casarosa, on le connaît depuis plus longtemps même en fait en tant que surtout storyboarder, puisque avant d'être chez Pixar, il a rejoint Pixar je crois vers 2002-2003, et en fait avant il était chez Blue Sky, donc c'est le studio qui a fait L'Âge de glace. Ouais. Et il était storyboarder sur L'Âge de glace. Il a fait un travail qui est absolument énorme, vu que le travail de storyboarder, c'est un peu, on va dire, l'architecte du film. Donc il a vraiment beaucoup donné pour ce film-là. Et ensuite, il a travaillé sur des films comme Là-haut, quand il est arrivé chez Pixar. On le connaît plus en tant que technicien, et là, ça y est, il a pu, comme tu disais, avec La Luna, et puis maintenant, avec Luca, raconter sa propre histoire. Et dans le petit zoom qu'on a eu avant, où il racontait avec également la productrice du film, c'est une histoire de vie, c'est vraiment son enfance. Jusqu'au prénom d'un des personnages, du sidekick. Exactement, qu'en fait, il nous racontait que ça raconte vraiment son enfance à lui, avec son meilleur ami qui s'appelait Alberto, qui est donc le nom d'un des protagonistes. Il a gardé sa vraie vie en fait, il a donné plus qu'on aurait pu le croire dans un film d'animation. Moi, ça m'a notamment rappelé, c'est un peu une évidence, même les trailers le disaient, mais Call Me By Your Name dans cet aspect vraiment presque l'Italie des cartes postales, quoi, l'Italie du Vespa, l'Italie de la pasta, mais vraiment Pixar se joue de ces clichés pour recréer une atmosphère très bucolique, mais de vacances et du calme italien comme ça. C'est vrai que c'était très agréable. Et du coup, il faut savoir que ce film, on allait le voir en équipe, on était tous ensemble, c'est la première fois qu'on pouvait le faire, donc on était d'ailleurs très contents. Et en sortant, du coup, on a eu une vraie sortie de séance, puisqu'on a eu la chance de le voir en salle. C'est un film qui sort sur Disney+, pour le rappeler, avec des avis différents dans l'équipe, ce qui est super intéressant. Donc d'abord, Mélanie, toi, du coup, c'était quoi un peu ton ressenti à la sortie? J'ai l'impression ces derniers temps d'avoir beaucoup ça, c'est de beaucoup attendre un film et d'être un
petit peu déçue par ce que je vois. Alors pour autant, j'ai trouvé ça super mignon, mais vraiment pas le côté mignon marshmallow, mais le côté mignon où j'ai passé un bon moment, j'ai eu envie de partir en vacances, j'ai envie d'aller à la mer, c'était fantastique pour ça. Mais c'est du déjà vu quoi. L'histoire avec la famille, avec la mère surprotectrice. Oui, parce que les parents de Luca, en fait, pendant que lui est à la surface, évidemment, vont tout faire pour essayer de le retrouver. Exactement, et de le ramener. En fait, vraiment d'être là, c'est nous qui décidons pour toi. Et je suis désolée, mais on l'a vu, on l'a revu. Et moi, ça m'a un petit peu lassé en fait d'avoir ça. Le personnage, on va dire l'antagoniste, qui est un petit je sais tout, vraiment pas sympa, mais qui n'a aucune bonne partie, qui a rien du tout. Moi, il m'a vraiment fait penser à Gaston dans La Belle et la Bête. Ouais. Vraiment de « oh, je roule des muscles, vraiment, je connais tout, je sais tout faire. » Ah ouais, et en fait, c'est tous ces petits détails-là qui ont fait que j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans et à me dire « En fait, pour moi, c'est pas le Pixar le plus original que j'ai vu. Pixar nous habitue souvent à des pitchs ultra originaux où il se passe plein de choses, où vraiment on est dans un nouvel univers. » Et là, pour le coup, on va dire que ça va être, pour moi, je le ressens comme ça, c'est que c'était un super bon film, un très bon film d'animation, mais pas le meilleur Pixar. Mais justement, là où Pixar parfois s'aventure très loin, il y a des films avec des deuxième, des troisième actes, je pense notamment à Là-haut ou Wall-E, qui dénotent complètement, qui partent là. Est-ce que justement, on n'a pas ici une unité qui permet d'être terre à terre et de rester sur une histoire simple, à hauteur d'enfant? On est vraiment sur un Pixar pour les enfants plus que d'habitude. Mais après, j'ai l'impression que toi, c'était pas ton avis forcément, Noémie. Disons que moi, j'étais dans la posture inverse de la tienne, c'est-à-dire que Pixar, ça fait longtemps que ça ne m'intéresse plus tellement parce qu'ils ont un univers graphique qui est tellement homogène qu'en fait, je m'en suis lassée. Donc, je suis pas forcément tous leurs films, tout le bruit autour de vice-versa, ma foi, je l'avais trouvé assez surfait. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, j'étais un peu rentrée dans la salle en partant du principe, en ayant vu quelques visuels, que ça allait me lasser comme les autres m'avaient lassée. Et je me suis retrouvée cueillie comme une fleur. Alors peut-être que parce que justement je suis Pixar de moins près que toi et donc du coup je suis moins sensible à ces effets de redite, mais au contraire j'ai vraiment retrouvé cette saveur que j'avais sentie avec les premiers Toy Story par exemple, cette grande force de Pixar qui est on prend toujours les histoires personnellement en fait. Oui. Même quand ça parle de jouets, même quand ça vous parle de créatures couvertes d'écailles, on la prend personnellement et c'est ce que disait la productrice au début. Elle disait finalement ça me rappelle mes histoires d'amitié, la valeur de l'amitié dans l'enfance. Moi je l'ai vraiment ressenti comme ça. Après le décor aussi, ça me faisait penser à mon village en Corse, les parties de pêche. Enfin, quand tu viens de la Méditerranée, voilà, tu as encore plus envie de rentrer à la maison. Et puis tu as encore plus de chances de le prendre personnellement. Et quand tu n'en viens pas, ça donne très envie d'y aller. Exactement. Donc ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que je me dis, d'un côté, j'ai éprouvé un vrai plaisir, une vraie joie à voir ce film, beaucoup d'émotions. Le final, j'ai eu les larmes aux yeux, enfin vraiment ça cochait toutes les cases. Et en même temps, par rapport à toute la réflexion qui était la mienne jusqu'ici sur Pixar, je me dis, est-ce qu'on n'a pas une preuve de plus que Pixar, c'est peut-être un peu trop facile à aimer? Alors je m'explique, c'est-à-dire que ces visages qui sont en train de devenir un modèle, qui sont devenus un modèle, ça déjà ça me pose un problème parce qu'il y a une uniformité dans le graphisme 3D, il y a un manque de variété. Dans la 3D grand public j'entends, hein. Évidemment à Annecy ici on a l'occasion de voir de la 3D exploitée de façon très différente. Mais notamment chez Pixar du coup. Voilà. Mais là sur un long métrage qui est diffusé dans le monde entier en même temps, etc. Il y a cette uniformité qui me pose problème. Et puis il y a le fait que cette universalité, elle part de là aussi. C'est-à-dire qu'avec ces visages qui sont réduits à quelques lignes, les grands yeux pleins de larmes, forcément ça vous vient plus facilement, ça vous touche plus facilement. Et donc cette universalité, quelque part, elle prend aussi ses racines dans cette uniformité, cette rondeur de toute chose. Comme tu disais, l'antagoniste, il nous rappelle des antagonistes déjà vus, y compris chez Pixar, il a un peu le même visage, on dirait un jeune Anton Ego, l'antagoniste dans Ratatouille. Mais je pense qu'il y a une timeline de toute façon chez Pixar, c'est que vraiment tu prends certains personnages dans les Pixar et tu vois que y a un tel jeune, effectivement je suis d'accord que le critique dans Ratatouille, en fait, là, cet antagoniste dans Luca, c'est lui enfant, c'est sûr et certain. Et du coup, moi quelque part, comme je pensais beaucoup à Anton Ego, constamment dans le film, je me disais cet antagoniste-là, c'est pas un vrai méchant, il sera racheté. Oui. Comme l'est Anton Ego à la fin de Ratatouille. Ce que tu veux dire. Et donc ça fait qu'il n'y a pas d'angle aigu dans un film comme celui-là. Et voilà, donc du coup, tout ça, ça vient nourrir un questionnement qui est, est-ce que c'est pas trop facile d'aimer Pixar, de se reconnaître dans ces histoires-là, avec cette conséquence que ça nous installe vraiment dans une uniformité, une rondeur qui, je pense, au niveau de la production, tend à devenir un modèle qui phagocyte tout.
Et en même temps, je ne peux pas nier que j'ai eu un très grand plaisir à voir ce film. Ça m'a fait voyager, ça m'a mis la larme à l'œil. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, comme tu dis, c'est qu'on est tellement bon public à ce genre de choses que même si c'est pas le meilleur Pixar, même si c'est pas la meilleure histoire, dans tous les cas, si on est déjà proche de l'univers Pixar, on va quand même beaucoup aimer et vous allez avoir super faim. C'est vraiment il y a toujours tout le long du film, et c'est pas juste parce que c'est italien, mais il y a une histoire de pâtes au pesto. J'ai envie de manger ça à chaque repas maintenant. Sur grand écran, le plat était plus beau que dans l'assiette. C'est ça. Et en fait, ce qui est assez fou, le réalisateur, justement, Enrico Casarosa, disait qu'il s'est énormément inspiré des Ghibli et de la manière de filmer la nourriture dans les Ghibli. C'est un de ses grands points d'inspiration. Et effectivement, ça se ressent parce que dans les Ghibli, on a envie de manger ce qu'on voit à l'écran. Et là, celui-ci, pareil, comme la mer est tellement bien faite, on a envie de se baigner dedans. Ça donne envie. On a cette attraction. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté très attractif dans ce film-là. Oui, mais parce que l'image elle-même est gourmande. Tu vois, finalement, il y a des points communs entre le graphisme Pixar et la photo culinaire. Complètement. Où, tu sais, on va passer des petits sirops. Je vois ce que tu veux dire. Il faut que la nourriture ait un aspect verni, que les fruits soient bien ronds. Et quand on y réfléchit, il y a vraiment des affinités entre la représentation de la nourriture. C'est comme si tout était gourmandise, tout est bonbon finalement. Chez Pixar, il n'y a rien qui pique, il n'y a rien qui est terne. Tout est bonbon chez Pixar. Et ça joue sur la représentation des plats, mais c'est pas sucré seulement. quoi. C'est sucré. Est-ce que là, c'est un peu comme hier avec Ghibli, vous aviez un Pixar préféré d'office, vous? Ah, Toy Story. Toy Story 1 du coup? Ah oui, c'est vraiment... le first quoi. Le tout premier, vraiment, c'est le film qui a bercé toute mon enfance, en vrai une partie de ma cinéphilie aussi. Hein. C'est vraiment moi, à tout jamais, Toy Story. Et moi c'est Wall-E. Wall-E? Parce que j'ai trouvé ça d'une originalité extraordinaire, parce qu'aussi je trouve que c'est un film qui reste extrêmement moderne et important, l'air de rien, sur la question des déchets et de la pollution. Alors on va en parler un petit peu justement parce qu'il y a dans la programmation un film qui parle de ça, Poupée of Chimney Town, dont on aura demain, voilà, dont on aura l'occasion de parler. Mais j'avais trouvé ça très fort à l'époque et je trouve qu'il a vraiment très bien vieilli, y compris sur cette pertinence-là. C'est une très bonne façon d'introduire des questions de consommation, de pollution, en plein dedans, je pense, avec du Musk, du Bezos, etc. Wall-E, voilà, n'a pas vieilli, c'est vrai. Moi, mon petit préféré, c'est dur, ça change tous les jours, mais j'aime beaucoup Ratatouille. Ah oui. Pour l'âme de Paris qui le reflète, qui je trouve est beaucoup moins facile, cliché, et Paris 5e de certains réalisateurs, même quand Nolan vient à Paris. Je trouve que Ratatouille insuffle un truc qu'on a tous envie de ressentir quand on vient à Paris. Cette fois, on est très différents, mais on est très complémentaires. On disait que c'était un peu une formule qui se répétait, mais je pense qu'en conclusion, on peut dire qu'un peu comme les trenette al pesto du film, en fait, même si on en mange une fois par semaine, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Voilà pour aujourd'hui, merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc Luca, ça va sortir sur Disney+. On vous encourage vraiment à aller voir le film, c'est tout de même un très doux moment. Et on se retrouve demain pour le dernier épisode d'Un jour à Annecy, avec Orange, partenaire officiel du festival. Merci à toutes et à tous, et à demain.